Bienvenue à la dernière séance du camp des carrières, la séance numéro 8, regard vers l'avenir, résilience, opportunités et avenir du travail. Veuillez noter que cette séance sera en français. Il y a une autre séance en anglais qui se déroule simultanément afin de visionner la séance en anglais. Veuillez retourner au lobby et puis cliquer sur le lien pour la séance anglaise. If you wanted to attend the English session, please go back to the lobby and select the English session. This one is in French. Et d'abord, j'aimerais commencer en soulignant que je suis sur le territoire de plusieurs pays autochtones. Je suis basée à Toronto, qui est le territoire des Mississaugas of the Credit, des Hurons-Wendat, des Anishinaabe et des Haudenosaunee. Et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le camp des carrières est la plus grande conférence d'UGC dont l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressons dans la séance d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue officielle de votre choix et vous pouvez aussi voter à les questions auxquelles vous voulez que nos panélistes répondent. Et vous pouvez voter en cliquant sur la puce en l'air. Et toutes ces séances du RJFF sont enregistrées afin que vous puissiez consulter les enregistrements plus tard. Nous avons notre chaîne YouTube. Il y a aussi une série de balados et ces séries de balados sont disponibles sur Spotify. Donc, il y a bien différentes façons d'acquérir toutes ces informations partagées au cours de nos séances de ce camp des carrières. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque séance sont disponibles sur notre page wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et pour améliorer votre expérience d'apprentissage. Nous tenons à souligner aussi que cette séance comprend des sujets de discussion, du vocabulaire et des scénarios qui pourraient être déstabilisants pour certaines personnes. N'hésitez pas à prendre des pauses et si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que le programme d'aide aux employés de votre organisation est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous traversons tous une période difficile en ce moment et que nous soyons directement touchés ou non, c'est vraiment difficile et nous sommes là pour vous aider et j'espère que les informations qui seront partagées aujourd'hui vont vous aider. D'abord moi, je m'appelle Khadija, je travaille au ministère d'Innovation, Sciences et Développement économique et je suis également présidente du réseau Futurs Leaders de l'Ontario. C'est un réseau interministériel pour les nouveaux et jeunes employés dans la région de l'Ontario. Et maintenant, avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapide. Ils sont pas obligatoires, mais on aimerait bien que vous y répondiez. Et donc, la première question, à combien de séances avez-vous assisté au cours des 2 dernières semaines? 1 à 3, 4 à 7, toutes les séances ou c'est bien votre première séance? Et deuxième question,
comment avez-vous assisté au CBC 2026? J'y ai assisté virtuellement, j'ai regardé des enregistrements sur YouTube, j'ai écouté des balados, j'ai regardé depuis un centre de visionnage. Donc, vous avez un peu de temps pour répondre à ces deux questions. Et puis, en quelques secondes, nous allons voir les réponses. Et voilà. Ah ben, ok. Donc, pour notre première question, combien de séances avez-vous assisté au cours de ces deux dernières semaines? On a 36% des gens ont assisté à à trois séances et aussi 35% qui ont aussi assisté à qui ont aussi assisté de 4 à 7 séances. Donc, c'est assez bien. Et on a aussi 24% des participants ont assisté à toutes les séances. Félicitations à vous toutes et tous d'avoir pris le temps d'assister à des séances, d'avoir pris le temps d'investir dans votre perfectionnement professionnel. Et 99% ont assisté au CDC 2026 virtuellement. Très bien. OK, maintenant passons aux objectifs d'apprentissage. Donc, pour cette dernière séance, nous aimerions réfléchir aux idées et stratégies clés présentées tout au long du CDC, déterminer les possibilités d'apprentissage gratuites ou peu coûteuses pour continuer à progresser sur le plan professionnel, participer à un dialogue ouvert avec des spécialistes. On a trois spécialistes, genre afin de répondre à vos questions et puis d'aller en profondeur sur certains thèmes ou sujets pertinents. Et dernièrement, élaborer un plan d'action personnel pour mettre en pratique les enseignements tirés de toutes ces séances. Et alors, nous allons présenter nos trois panélistes. Donc, Anne Ongania. Elle est professionnelle engagée du secteur public. Elle travaille présentement au ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On a deuxièmement François Pilon, qui travaille à la fonction publique depuis 15 ans dans le domaine des informatiques. On a troisièmement Joshua Frame, qui est le leader du RJFF, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, et qui travaille à la fonction publique fédérale depuis 16 ans. Donc, on a des panélistes très expérimentés et on est très chanceux de les avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, une petite récapitulatif euh, des, des thèmes et des sujets abordés au cours euh, de ce camp de carrière. Anne, commencez notre discussion. Alors, bonjour tout le monde. Comme Khadija, et merci beaucoup Khadija pour les introductions. Comme Khadija l'a dit, c'est un récapitulatif. Et au jour 1, nous avons eu à explorer la mobilité à travers la fonction publique et deux points essentiels ont été retenus que je voudrais bien reprendre avec vous.
et comprendre d'abord, premièrement, pourquoi la mobilité est essentielle aujourd'hui. Eh bien, la fonction publique traverse une période de transformation, non seulement à cause du réaménagement, mais vous pouvez aussi penser aux nouvelles priorités et à de nouvelles compétences recherchées aujourd'hui. Notamment, il faut penser à la modernisation de nos services. Et rester, la deuxième chose, rester immobile peut être limitant parce qu'elle vous limite, elle limite vos options. Et la mobilité s'avère être une stratégie de carrière, une stratégie de stabilisation, une stratégie de croissance et même de préparation à des changements importants qui peuvent subvenir comme en ce moment. Alors, le premier point, que les panélistes avaient abordé au jour 1, c'était de comprendre la situation d'emploi dans laquelle vous vous trouvez. C'est un premier point, c'est le point de départ. Vous ne pouvez pas y échapper parce que connaître le statut de votre emploi vous permet de savoir si vous avez accès à des processus qui sont à l'interne. Ça vous permet aussi d'évaluer votre admissibilité à ces processus ou même à des bassins qui s'ouvrent. En plus, des possibilités de détachement, d'affectation ou même de nomination intérimaire. Et beaucoup d'employés tentent à ne pas comprendre leurs droits, alors que si vous comprenez votre statut d'emploi, vous aurez une meilleure idée de vos droits et vous aurez une meilleure idée de tous les choix, de la panoplie de choix qui se présentent devant vous. Et plus vous comprenez votre situation, mieux vous serez à même de planifier votre prochaine étape. La deuxième chose qu'on voulait aussi retenir sur cette question, c'est de comprendre aussi les méthodes d'embauche qui sont pratiquées à travers la fonction publique. Il y a des embauches, vous vous souvenez, il y avait des présentations sur les différents processus, les processus internes qui sont annoncés à l'interne, que ce soit dans votre ministère ou même à la fonction publique. Il y a aussi des processus externes, il y a des bassins, des inventaires, et comprendre la différence entre un bassin et un inventaire, ce qui est souvent aussi utilisé pour pouvoir rapidement bouger. Je dois noter que le bassin est souvent la meilleure voie, la voie la plus rapide pour bouger. Et on a abordé les différents types de contrats, les affectations, les détachements, les nouvelles plutôt les nominations intérimaires qui vous permettent d'essayer de nouveaux rôles, qui vous permettent d'essayer de nouveaux rôles, en particulier les nominations intérimaires vous permettent d'essayer de nouveaux rôles sans forcément vous engager permanemment pour essayer voir si ça pourrait être une option pour pouvoir vous détacher plus tard. Et les vidéos insistaient, si vous avez regardé les vidéos, mais les présentations insistaient beaucoup sur chacun de ces mécanismes afin de comprendre non seulement votre situation et de pouvoir planifier votre objectif prochain. Ensuite, le deuxième groupe d'informations, c'était sur les discussions portant sur les mouvements latéraux. Euh, j'ai beaucoup aimé celui-là en particulier parce que j'ai remarqué autour de moi que beaucoup de gens n'aiment pas les mouvements latéraux, mais cependant, ça peut s'avérer une super bonne stratégie, euh, soit pour vous stabiliser à un niveau. Mettons, si vous êtes un PM4 ou un EC2, que vous êtes un poste un temporaire, un mouvement latéral pourrait vous permettre d'aller vers un poste au même niveau, mais qui vous permet d'aller chercher une permanence. L'autre chose, c'est que les mouvements latéraux, si par exemple vous êtes un EC4, vous pourriez être en train d'occuper un poste où on travaille beaucoup avec l'analyse des données, et puis vous trouvez un autre poste latéralement, EC4 ailleurs, mais qui celui-là vous permet de travailler sur des projets d'engagement stratégique avec les provinces, les territoires, ainsi de suite. Et donc, les mouvements latéraux vous donnent cette opportunité-là
d'aller chercher de nouvelles compétences, les développer, mais pas seulement. Ça vous permet d'élargir votre réseau, vous rencontrez de nouveaux des professionnels que vous n'avez jamais rencontrés, mais aussi des différents personnes, des différentes manières de travailler avec la haute gestion, entre autres, et aussi de découvrir par là différents environnements de travail et vous positionner ainsi pour des futures promotions. Le dernier point que je voudrais toucher, rappeler, c'était la discussion sur le tenir à jour votre entente de gestion de rendement. C'est très facile de le prendre comme un checkmark, comme une histoire à faire une fois ou deux fois dans l'année, ou trois fois plutôt, mais c'est encore mieux si vous pouvez le tenir à jour en le nourrissant avec toutes vos acquisitions, votre formation que vous complétez pendant l'année, mais aussi vos réalisations pour prendre en note. Moi, je me souviens que je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, j'avais eu à utiliser mes notes de mon entente de gestion de cet outil extraordinaire pour rafraîchir mon CV, mais aussi pour trouver les réponses aux questions qu'on rencontre quand on est en train de faire un processus d'embauche. Voilà à peu près ce que j'ai pu relever pour faire ça court. Merci, Khadija. Merci. Et passons maintenant à Josh, un résumé du jour 2. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le journée numéro 2, on a parlé de la pouvoir des relations, de la mentorat, de la réseautage stratégique. Et vraiment, dans les temps incertains, c'est vraiment votre réseau qui peut vous aider. Ce n'est pas nécessairement pour trouver votre prochain emploi, mais c'est peut-être de réaliser les possibilités, d'élargir les possibilités d'apprentissage, les possibilités de carrière, et d'avoir des personnes qui sont là pour vous aider quand il y a des temps difficiles. Et vraiment, vous voulez comme élargir vos perspectives, créer votre marque professionnelle en établissant des liens authentiques. Ce n'est pas juste qu'est-ce que je peux avoir de cette personne, mais c'est vraiment comment est-ce que je peux créer un réseau des personnes avec qui je peux connecter, avec qui je peux les aider. Ils peuvent m'aider, je suis là pour eux, ils sont là pour moi. Alors, vous pouvez choisir des plateformes, des méthodes qui correspondent à votre style, concentré sur des échanges significatifs. Ce n'est pas de réseauter en personne si tu n'aimes pas le faire. Tu peux avoir des connexions qui sont assez profondes qui ont été créées sur LinkedIn. Auparavant, on utilisait Twitter un peu plus dans le gouvernement du Canada. J'avais des personnes sur Twitter avec lesquelles j'ai connecté pour 5 années, 6 années, 7 années. Et puis quand on s'est rencontrés en personne, c'était qu'on avait déjà cette connexion. On avait déjà cette connaissance de quelles sont les priorités, tout cela. Alors vous pouvez faire ces connexions d'une façon en ligne ou virtuelle et en personne. On peut utiliser le coaching pour développer vos compétences, leur mentorat pour obtenir des conseils à long terme, à court terme, et le parrainage pour gagner en visibilité et progresser. Alors vraiment, chacun de ces outils joue un rôle unique dans votre évaluation. Et certainement, ça vaut la peine si tu n'as pas vu cette séance, de voir cette séance sur le coaching, le mentorat et le parrainage, de voir c'est quoi les différences et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant. Si je suis dans une situation de réaménagement, peut-être j'ai besoin d'un mentor, peut-être j'ai besoin d'un coach, peut-être j'ai besoin de les deux. Et ça vraiment, ça dépend de votre situation, mais on vous donne les conseils et les outils, et c'est à vous de les appliquer. Alors, je vais passer la parole à François, et on va aller... Oui, parfait, merci. Parfait. Donc,
pour pour la dernière diapositive, pour le dernier résumé, en fait, la journée numéro 3, ça a été vraiment une journée un peu plus axée sur, bon, un peu avec la situation qu'on a actuellement. Je comprends que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, c'est vraiment de s'assurer que on a les outils qu'il faut pour éviter l'épuisement professionnel et aussi comment bien gérer son travail. Donc, ça a été vraiment une journée très intéressante de ce côté-là parce que, bon, moi, en tant que gestionnaire et même avant de, quand j'étais un peu plus un employé sur le terrain, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qu'on a tous vu. Je l'ai vu en tant que gestionnaire sur des employés qui travaillaient pour moi, mais je l'ai vécu moi-même il y a plusieurs années en début de carrière. Donc, c'est quelque chose pour moi que quand même je tiens à cœur et que je fais tout en mon possible, bien, effectivement, pour faire en sorte que moi, mes employés se sentent à l'aise aussi, puis qu'il n'y ait pas non plus de tabou pour ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, c'est quelque chose aussi qui a été vraiment bien rapporté au courant de cette journée-là. Donc, si vous n'avez pas vraiment, si vous n'avez pas eu la chance de participer à cette présentation-là, je vous encourage fortement à le faire. Parce que oui, en ce moment, le stress est vraiment très haut avec les annonces qu'on a eues récemment. Puis je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent devant une incertitude. Puis on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer. Oui, il y a quelques personnes qui ont reçu malheureusement des mauvaises nouvelles, mais encore là, euh, il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais bon, on est encore dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est un des plus gros problèmes au niveau de l'épuisement professionnel. Donc, oui, je vous encourage fortement à voir cette présentation-là si vous n'avez pas eu la chance de participer. Ensuite, on a regardé un peu plus comment on faisait au niveau de la communication au travail. C'est très important, surtout maintenant. Oui, aussi, effectivement, dans le contexte actuel, le respect et l'authenticité, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très important au sein des équipes, d'avoir vraiment un bon esprit d'équipe. Et puis, maintenant qu'on retourne aussi au travail, c'est un petit peu plus facile de communiquer plus efficacement, mais on est encore une grande partie en ligne. Donc, des fois, si on veut, les malentendus peuvent se faire facilement via email ou même par chat. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment attention et s'assurer qu'on est bien compris quand on exprime ses idées. Donc, ça aussi, ça a été vraiment une journée très intéressante de ce côté-là au niveau de la communication. Et puis finalement, en fait, c'était aujourd'hui même, il y a environ une heure, les dernières présentations qu'on a eues. Donc, la maîtrise du numérique, le sujet de l'actualité qu'on entend partout en ce moment, évidemment, l'utilisation de l'IA. Malheureusement, j'ai pas pu assister à la présentation juste avant, j'étais occupé, mais je sais que l'IA, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs panels, dans d'autres présentations que j'ai participé au courant de l'année. C'est quelque chose qui revient très souvent. Les outils qu'on commence à voir au gouvernement commencent à être de plus en plus ouverts. C'est plus que c'était auparavant. Donc, je sais qu'il y a quelques ministères qui ont ouvert, par exemple, Copilote, et même certains ministères ont leur propre instrument d'IA interne, ce qui va vraiment nous aider au niveau du travail si on apprend bien à s'en servir. Mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde est axé sur et qu'on s'attend à ce que vraiment on développe une certaine expertise dans le futur pour tous les employés. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières journées. Super, merci François, merci Josh, merci Anne. Je voulais vous rappeler que vous pouvez poser des questions en utilisant la fonction questions et réponses. Et s'il y a des questions qui ont été posées pour lesquelles vous aimeriez entendre une réponse de nos panélistes, cliquez sur la puce en l'air pour compter que c'est une question plus populaire que d'autres. Et comme ça, moi, je vais la poser à nos panélistes. Mais avant de passer à notre séance de questions et réponses, j'aimerais juste souligner que le RJFF continue d'offrir des activités d'apprentissage hyper utiles, hyper pertinentes, hyper pertinentes. Euh, Ils vont continuer cette année avec les journées d'apprentissage en personne qui seront offertes dans toutes les villes principales à travers le pays. Ces journées d'apprentissage auront genre
un nouveau programme, donc des séances et du contenu jamais vu, je vous encourage à aller consulter le site web du RGFF pour voir plus de détails et vous inscrire si ça vous intéresse. Et toutes ces activités, en fait, sont interministérielles. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir réseauter et faire la connaissance des personnes qui travaillent dans votre ville ou dans la ville où vous habitez, mais qui travaillent pour un autre ministère. Très bien pour réseauter, savoir ce qui se passe dans le GC. Ils vont aussi continuer avec les forums des futurs leaders qui seront offerts dans certaines villes. Il y a aussi bah, toute une liste de ces villes sur le site web du RGFF. Le forum des futurs leaders est aussi en personne. C'est aussi une très bonne occasion d'apprentissage et de réseautage, surtout si vous pensez vouloir soit être leader, occuper un poste de leadership ou si ça c'est une idée dans votre tête et vous savez pas si c'est vraiment pour vous, c'est vraiment l'occasion là de savoir euh, si c'est vraiment un objectif de votre carrière ou bien si vous voulez juste devenir plutôt spécialiste et expert dans votre domaine sans occuper un poste de gestion, par exemple. Et il y aura aussi la série d'apprentissage virtuel. C'est la série de webinaires qui auront lieu au cours de cette année et toujours la possibilité de voir l'enregistrement de ces webinaires sur la chaîne YouTube du RJFF si jamais vous pouvez pas assister à ces webinaires. Donc, il y a encore pas mal d'opportunités d'apprentissage, vraiment profiter de ces occasions. Et maintenant, nous allons passer à notre période de questions et réponses. La première question, c'est quelle idée fausse courante sur le réseautage ou le mentorat aimeriez-vous démystifier? J'ai l'impression que Josh a quelque chose à dire par rapport à ça. D'abord. Oui, je pense que j'ai toujours quelque chose à dire, mais c'est à vous si le conseil est utile ou non. Mais je dirais par rapport aux les relations de mentorat, juste entrez dans les relations de mentorat si vous voulez des conseils. N'entrez pas dans une relation de mentorat si vous cherchez un emploi de cette personne. Parce que ce n'est vraiment pas le but de être embauché par votre mentor. Mais c'est vraiment de créer une relation, avoir les conseils, avoir une perspective différente. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que ce n'est pas vraiment utile que votre gestionnaire soit ton mentor. Parce que votre gestionnaire va vous donner des conseils, va vous donner une perspective de votre section, de votre division, quoi que ce soit. Mais c'est utile d'avoir une perspective hors de cette fonction. Et puis, mais ne cherchez pas que cette mentor vous embauche. J'ai certainement eu des personnes pour lesquelles j'étais leur mentor. Et il y avait des fois où peut-être j'ai dit, peut-être tu seras une bonne personne pour notre équipe. Mais pour la plupart, ce n'est pas le but. Alors, juste soyez assez clair quand tu rentres dans une relation de mentor. Très bien, c'est vrai que le mentorat n'est jamais pour obtenir un poste, c'est vraiment pour le mentorat, pour l'apprentissage, pour les conseils. D'autres commentaires dessus? Ou on peut passer à parler sur la réalité qu'on a des bureaux régionaux, puis des employés dans la région capitale nationale. Est-ce qu'on a des conseils pour ceux travaillant dans nos bureaux régionaux hors de la région capitale nationale, des conseils sur comment
mieux profiter de cette situation, vu qu'on est loin de la région capitale nationale, euh, etc. Est-ce qu'il y a des occasions d'apprentissage différentes, etc. Je peux y aller. François, comme toi, Oui. tu es au Québec. Oui, exact. Moi, je suis à Montréal, donc je suis à l'extérieur d'Ottawa, de la capitale nationale. Au niveau des formations, habituellement, ça n'a jamais été de mon côté, un obstacle. Et même, j'ai même été dans une région encore plus éloignée. J'ai travaillé à Matane pendant 4 ans au début de ma carrière, en Gaspésie. Donc, on nous envoyait à Québec pour faire les formations. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation virtuelle, là, c'était vraiment personne. C'est quelque chose qu'on avait toujours accès, donc, et mon ministère aussi a toujours fait en sorte que tout le monde avait accès aux formations. Euh, Peut-être qu'il y a des formations à l'interne que certains ministères donnent, que là, c'est plus compliqué. Mais pour ce qui est des formations un peu plus générales qu'on peut aller se chercher soi-même en faisant des recherches sur les différentes firmes qui offrent des formations, je donne un exemple, je tentais là, nos firmes habituelles, c'est Technologia, AFI Expert ou des firmes comme ça. On est toujours capable d'avoir quelque chose. Et puis, habituellement aussi, on a une équipe qui s'occupe de la gestion de la formation. Encore là, c'est la réalité de mon ministère que je dis, mais les opportunités sont toujours là. Donc oui, ce que je vous dirais, c'est regardez un peu ce que vous avez dans votre région, soumettez-le à votre gestionnaire ou à l'équipe de gestion de la formation. Bon, là, c'est sûr que je vous dirais, ce que je vous recommanderais en ce moment, c'est faites-le d'ici la fin de l'année fiscale, d'ici la fin mars, parce qu'on ne sait jamais ce que le budget va avoir là l'année prochaine. Donc, voici mon petit conseil. Merci, François. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Je pensais je vais faire de l'anglicisation ici, de job shadowing, parce que Mhm. il y a des choses, des apprentissages qu'on tire en collaborant ou en travaillant avec nos collègues. Et si vous êtes dans la région, c'est juste une question d'identifier la personne avec qui vous avez envie d'être tout le temps en contact et d'utiliser tous les outils technologiques que vous avez pour apprendre de cette personne. Mais aussi, ce que j'ai fait, c'est parce que moi, je suis dans la région de la capitale, mais j'avais un collègue qui était extrêmement fort dans mon domaine et donc je lisais tous ses documents, tout ce qu'il écrivait, tout ce qu'il produisait, je les relisais et puis je lui envoyais des questions à travers son document tu sais, séparément et pour lui dire j'ai quelques questions, pourquoi tu as proposé ci plutôt que ça. Et donc il y a plusieurs façons d'engager avec nos collègues qui sont ailleurs. Merci, Anne. Bah, bah, c'est bien ça. Il y a différentes façons de rester en contact, d'engager avec des collègues, qu'ils soient euh, dans la région capitale nationale, qu'ils travaillent dans le même bureau dans lequel nous travaillons ou dans un autre bureau. On a ici une question qui est un peu similaire. Et là, en fait, la personne demande si quelqu'un qui travaille dans la région de la capitale nationale et qui occupe probablement un de ces postes, euh, soit corporatif ou genre politique, etc. Si quelqu'un dans la région capitale nationale peut travailler dans un poste qu'on voit plus souvent dans les régions. Et la réponse à ça, c'est oui, c'est bien ça. En fait, il y a des agents de genre de service même à Ottawa. Il y a un bureau de service Canada à Ottawa, etc. Donc, c'est bien possible, en fait. Euh, il y a la prestation de services même à Ottawa et Gatineau. Donc là, c'est la réponse. Et peut-être je peux ajouter à cela. Ouais. Juste pour dire, comme il y a aussi des fonctions qui sont pour la plupart dans les régions comme les agences de développement économique. C'est un exemple où il y a comme une peut-être
90% de ces positions sont dans la région, mais 10% de ces positions sont à Ottawa. Alors pour le CEDQ, le coopération économique et développement économique du Québec, la plupart de ces positions sont dans la région du Québec, mais il y a certainement une peut-être 20 à 30 position à Ottawa, dans la région du Capitole national. Et c'est le même pour toutes les agences de développement économique. Alors, c'est peut-être une possibilité. Et aussi, peut-être ne prenez pas les positions des personnes dans les régions parce que des fois, il y a des opportunités de développement de carrière un peu plus limitées. Alors, c'est pour ça que et s'il y a une position à Montréal ou au Ville du Québec ou à Toronto ou quoi que ce soit, ils décident que, OK, on veut avoir une personne de cette région parce que sinon, des fois, ça ferme les portes à les personnes dans cette région. Et puis, le même chose s'est arrivé avec les positions aux régions du Capitole national. En 2022, c'était très ouvert à n'importe où au Canada. En 2024, en 2025, en 2026, ces portes sont fermées. Alors, juste soyez un peu clair. Des fois, tu as des opportunités de déménager aussi. J'ai déménagé de Ottawa à Toronto en 2012 pour une position temporaire. J'ai décidé de rester à Toronto pour 6 années et continuer mon carrière dans la région. Alors, c'est des fois, on a ces opportunités de continuer les carrières qui sont au bureau central et puis dans les régions aussi. Je vais ajouter rapidement, oui, juste que oui, je pense pas qu'il y ait de plateforme existante pour vraiment juste donner son nom et dire je veux déménager, qu'un autre ministère vienne te chercher. Non, je pense qu'il faut vraiment quand même passer par JC Emploi pour essayer de se trouver un poste qui est à l'extérieur de sa région et de se trouver un poste qui est vraiment aussi ouvert à toutes les régions. Dans le passé, je sais qu'il y en avait beaucoup plus, surtout à l'époque de la pandémie. Maintenant, comme disait Joshua, c'est un petit peu plus restreint, mais il y en a encore. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours appliquer. Il y a une autre chose que j'ai vue aujourd'hui même, en fait. Il y a sur le site de TBS, en fait, où est-ce qu'on fait nos ententes de rendement, tout ça, il y a maintenant un nouvel truc qui est échange de poste. Je pense un peu à cause du contexte actuel. Je ne sais pas si ça permet de changer de région, des choses comme ça, mais c'est peut-être une autre possibilité là, qui aurait. C'est vrai, avec l'alternations en anglais, il y a la possibilité d'aller à différentes régions et les coûts devraient être, les coûts d'installation devraient être couverts par le ministère si une telle action est approuvée. Maintenant, on va parler un peu plus genre du réseautage et de l'établissement des relations, comme on a mentionné que c'est un thème important, de ce CDC. Et la question, c'est en fait, quelle est l'approche que vous avez trouvée est le plus efficace pour établir des relations enrichissantes, soit sur LinkedIn ou en personne? Anne. Je cherche les bons mots. Deux choses. La première, c'est utile quand c'est vraiment utile pour la personne qui reçoit un contact d'avoir le bon contexte de ce pourquoi on le contacte. Ça fait en sorte que la personne qui reçoit peut voir si, ah oui, je peux t'aider avec ça ou non. Et si c'est non, la personne pourrait éventuellement avoir quelqu'un vers qui vous référer ou pourrait dire non, je n'ai personne à qui vous référer, mais allez vers les personnes qui ont telle expérience. La deuxième chose, je pense que c'est très utile de contacter quelqu'un, peu importe comment vous l'abordez, quand il y a eu un point de référence commun. Je vous donne un exemple. Si vous me contactez sur LinkedIn suite à cette rencontre,
j'ai une compréhension d'où vous venez. Mais si on se rend compte peut-être dans un autre sphère, vous me le dites, je vous ai écouté ou on s'est rencontré à tel endroit, ça rend le premier contact plus facile parce qu'il faut pas oublier qu'on est tous des humains. La troisième chose que je voulais aussi ajouter, c'est euh, en ce moment, il y a énormément de personnes qui nous contactent ou qui vont vous contacter aussi, hein, pour savoir s'il y a moyen de vous rejoindre dans votre ministère ou si vous avez une offre d'emploi ou quelque chose comme ça. Ça aussi, je pense que tout le monde est à préparer à ce genre de courriel. Mais encore une fois, c'est à dire, voilà, j'ai telle expertise et je voudrais. La chose à ne pas faire, par contre, c'est le harcèlement. C'est le harcèlement. On n'harcèle pas en disant je suis sûre que tu sais mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais tu fais pas sentir bien l'autre. Je vais m'arrêter là. Merci Anne. Et c'est vrai que déjà envoyer un message personnalisé en indiquant comment pas la raison pour laquelle on envoie ce message, déjà ça aide beaucoup parce que c'est vrai que moi aussi j'ai reçu des demandes sur LinkedIn des gens que moi je connaissais pas du tout qui me demandent d'être leur mentor et j'avais aucune idée la raison pour laquelle ils me contactent. J'ai autre chose à faire déjà. Puis il se peut que d'autres gens sont meilleurs que moi déjà pour être votre mentor. Je sais pas qui vous êtes. Donc, ça aide vraiment d'envoyer des messages personnalisés. Là, on passe à une autre question et c'est vraiment une question qui nous interpelle beaucoup. C'est comment trouver l'équilibre entre l'ambition et le bien-être dans notre parcours professionnel. Question vraiment dure, mais une question vraiment importante à, à poser, à comprendre, parce que c'est vrai, quand on est ambitieux, ça peut avoir vraiment des impacts négatifs sur notre bien-être. On a des idées. Josh, Oui, certainement. Peut-être je vais commencer. Alors, je dirais comme il y a certainement des fois où votre cheminement de carrière, c'est vraiment votre but d'avancer dans votre carrière, de créer quelque chose. Alors, juste une histoire assez vite. Quand j'ai commencé dans cette rôle comme président national, il fait 25 ans. Non, il fait 9 ans. Ce n'était pas un rôle avec un salaire, ce n'était pas un rôle avec du travail à plein temps. Et puis, j'ai commencé d'avoir une position à plein temps qui était gestionnaire de renouvellement de services à l'Agence du revenu du Canada et je devais faire le rôle de président national comme volontaire. Ça occupait beaucoup d'heures supplémentaires mais j'avais un but que ça soit un rôle à plein temps. Et j'ai dû comme trouver un peu des finances, du support, du soutien pour créer un rôle à plein temps. Après que j'ai fait cela, j'avais encore des heures supplémentaires parce que j'avais un budget très fixe. Alors, si je voyageais pour le travail, quoi que ce soit, je ne pouvais pas avoir les heures supplémentaires parce que je n'avais pas le budget pour cela. Alors, c'était vraiment c'était une situation temporaire, mais si c'était une situation permanente, ça serait comme une chose complètement différente. Alors, vraiment, c'est notre équipe maintenant, comme on dit, si tu fais comme une heure supplémentaire pour les voyages, parce que votre travail l'a besoin, comme ça va être compté, on va le mettre dans le système, vous serez payé ou c'est les heures supplémentaires pour les vacances. Mais je pense que des fois, l'équilibre, c'est perdu quand on a un niveau de gestion qui a les attentes
que tu vas faire tout ce que tu dois faire, même si ça prend des heures supplémentaires et que vous ne pouvez pas les compter. Alors, je pense que dans ces situations, c'est comme, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est pour une semaine? Ou est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est à chaque jour, à chaque semaine? Ça, c'est les attentes de cette ministère ou de cette gestionnaire. Et des fois, on doit comme être clair qu'on n'est pas payé les salaires qui sont incroyables et élevés et pour lesquels les attentes devaient être 60 heures par semaine. Je pense que l'employeur, le gouvernement du Canada, c'est incroyable. On peut avoir des parcours professionnels et faire des grandes différences dans les vies des Canadiens. C'est superbe. Mais on n'est pas payé les salaires comme travailler pour Microsoft ou dans le secteur privé. Et les attentes ne peuvent pas être comme ça. Parce que on n'a pas les salaires de 400 000 $ par année dans les positions de gestion. Et puis, oui, je pense que tu dois être clair avec ton gestion de tes limites. Et si c'est une situation temporaire, est-ce que tu veux travailler 1 heure de plus aujourd'hui juste pour finir comme cet dossier? Ça, c'est quelque chose à discuter. Mais si c'est à chaque semaine, à chaque mois que ces situations se passent, comme vraiment, soyez clair de vos limites. Et des fois, on doit avoir les conversations avec les syndicats aussi pour dire ça, c'est les attentes et ce n'est pas dans notre contrat collectif. Dans notre contrat collectif, ça dit si je fais 1 heure supplémentaire, c'est payé. C'est compté pour des vacances supplémentaires ou quoi que ce soit. Alors, des fois, tu dois être comme votre avocat pour votre carrière et pour vos limites dans la vie de travail et vie personnelle. Ouais. De faire la plaidoyer pour avoir ce qu'il nous faut, vraiment important, et puis évaluer les choses selon nos objectifs. Anne? Moi, je voudrais ajouter, parce que ce que Josh a partagé est extrêmement important, et je voudrais ajouter la composante de notre vie personnelle, parce que j'aime bien répondre, dire, moi, cette histoire-là de travail et vie personnelle, l'équilibre travail et vie personnelle, j'y crois absolument pas trop, pas du tout, pour ne pas dire jamais, parce que il y a des réalités de la vie que tu peux pas, tu peux pas le substituer avec ton travail. Et donc, il faut aussi être conscient de l'étape où vous vous trouvez dans votre vie. Pour nous, les mamans, moi je suis mère de 4 enfants, ils sont tous grands aujourd'hui, super, je peux avoir un peu plus de temps. Mais quand vous avez des jeunes enfants, vous ne pouvez pas, du moins vous payerez cher dans le futur si vous sacrifiez le temps que vous devriez mettre sur vos enfants. Et donc, vous devez balancer. En plus, là, une carrière, vous pouvez l'avoir pendant 30 ans, mais une vie de famille avec vos enfants, ça dure à peu près quoi, 14 ans, après ça, ils veulent plus vous voir. So, vous avez envie il faut trouver chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Moi, je suis une femme ambitieuse, mais je veux vous dire, j'ai commencé à travailler fort, fort, fort il y a à peine 10 ans parce que je voulais absolument pas rater leur enfance. Et aujourd'hui, ça me paye bien parce qu'ils viennent me dire bonjour, ils m'appellent. Tu sais, ils m'appellent. Voilà. Une bonne analyse de où vous vous trouvez pour prendre les grandes décisions dans l'avancement de carrière. Et oui, il faut être ambitieux pour prendre plus de responsabilités, mais à quel prix? À quel prix? Merci Anne, parce que tu m'as fait rappeler, il y a quelqu'un qui m'a dit, et en fait, la terminologie, c'est en anglais, mais il y a des moments dans ta carrière où tu climbes et d'autres moments où tu campes. Genre des moments où il faut comme progresser parce que tu as la possibilité, etc. D'autres moments où tu te contentes avec ce que tu fais, où tu es, et là, tu peux comme ça te concentrer plus sur ta vie personnelle.
François? C'est Ouais. exact. Oui, je veux juste rajouter un petit quelque chose parce que oui, c'est tous de très bons arguments ce que vous avez ajouté. Je veux juste rajouter, par exemple, un peu dans la réalité de la fonction publique fédérale. Être ambitieux, c'est très bien, donner les heures aussi, mais il faut savoir aussi comment fonctionnent les processus de bassin et tout ça. Parce que vous avez beau être le meilleur dans votre job, si vous n'êtes pas capable d'appliquer comme il faut, puis vous ne passez pas les étapes, vous allez rester dans votre position. Donc, oui, je sais que c'est un peu plate ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire aussi l'effort de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, dans mon équipe, que j'aurais voulu donner des promotions, mais que malheureusement, jamais été capable de répondre comme il faut dans les processus d'embauche. Ils n'ont pas été capables de l'avoir. C'est une triste réalité qu'on a ici. Mais cela étant dit, je vous dis pas, non, faites rien et faites juste être bon dans les processus, c'est comme ça que vous allez monter. Ça reste quand même que la plupart des jobs, ça demande des références. Donc, oui, il faut que vous soyez quand même performant et que les gens vous apprécient aussi dans votre travail pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà, merci François. Tu as résumé vraiment euh, genre les circonstances dans lesquelles on est. Bah, c'est vrai que faut comprendre le système quand même. Faut bien comprendre le système pour pouvoir le naviguer. Euh, faut plaidoyer. Il faut être réaliste avec avec ce qu'on veut sacrifier, sacrifier dans notre vie. Et là, une question intéressante. Là, on revient sur LinkedIn. Bah, en fait, ça sert à quoi LinkedIn? C'est vraiment ça à la base. Ça sert à quoi LinkedIn dans la fonction publique? Est-ce qu'on peut recevoir euh, ou voir des offres d'emploi du GC sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut attirer euh, les gestionnaires euh, de RH vers nous en utilisant LinkedIn? On sait que ça passe dans le secteur privé. Est-ce que c'est le cas dans le GC? Et oui, non, Josh, je sais que tu as la réponse. Oui, certainement. Alors, la réponse, ça dépend. Je pense, avant la pandémie, il y avait certains ministères qui commençaient à faire le recrutement en utilisant la plateforme LinkedIn, en utilisant les processus de sélection qui étaient sur LinkedIn. Je pense que EDSC, c'était un de ces. Je ne pense pas que ça a continué après la pandémie. Mais je pense que pour la plupart, si tu as une offre d'emploi sur LinkedIn, c'est peut-être pour un détachement ou quoi que ce soit. Ce n'est pas comme je veux vous offrir une promotion de 3 niveaux et voici mon offre d'emploi. Mais je pense que c'est une point de connexion, comme on l'a mentionné. Il y a certainement, comme une gestionnaire d'embauche, il y a certainement des personnes que j'ai embauchées à cause de leur profil sur LinkedIn. Particulièrement ceux qui ont fait les posts sur les groupes Facebook. Pour avoir une poste, il y a une personne, Guillaume, qui a été une modérateur pour une des séances cette année pour le camp de carrière. Il était sur notre équipe, il travaillait avec Khadija auparavant sur l'équipe de communication. Et puis, je n'ai pas embauché Guillaume seulement à cause de LinkedIn, mais il a fait une post sur un des groupes Facebook. Et puis, j'ai trouvé son profil LinkedIn. C'était professionnel. Il avait une bonne photo de profil. Il y avait ça mentionnait son expérience, une éducation, et c'était complètement professionnel. Alors, j'ai eu une très bonne pensée de embaucher Guillaume à cause de son profil sur LinkedIn. Et ce n'est pas que si Guillaume n'avait pas un profil de LinkedIn, ce n'est pas que je ne l'embaucherais pas, mais c'était comme, OK, je pense que ça c'est la personne pour mon équipe. Alors, je pense que
tu peux investir du temps et avoir une récompense de 7 ans en utilisant LinkedIn. Et on n'est pas payé par LinkedIn, juste pour être clair. On n'a pas une contrôle, quoi que ce soit. Mais c'est juste vraiment le seul plateforme professionnelle maintenant, après les changements à Twitter, X et tout cela. Khadija, je voudrais ajouter à ce que Josh dit. Euh, j'ai eu cet argument avec ma fille la semaine passée. Elle a écrit un super bel article pour Queens, l'université Queens. Et j'ai dit, ben, tu le postes? Elle me dit non, ah ben, je vais le poster. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourquoi tu le postes pas? Ah ben, c'est trop informatif, c'est plate, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai dû avoir un argument avec. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut vous voir. Il n'y a pas, il y a pas meilleur endroit. Facebook, ok, vous pouvez faire Facebook, mais LinkedIn a beaucoup d'outils. Sans oublier le fait que c'est pas seulement la fonction publique fédérale qui vous voit, les provinciales aussi vous voient, les municipales aussi vous voient, les privés vous voient, tout le monde vous regarde et j'aime beaucoup ce que Josh vient de partager. Il faut que ce soit professionnel. C'est un milieu professionnel. Donc, postez ce que vous produisez pour que les gens sachent ce que vous faites, parce que c'est le seul moyen de, avant entrevue, avant de même vous contacter, de voir, avoir une aperçu de ce que vous avez à offrir. J'ai eu du mal à convaincre ma fille en passant. C'est terrible. Oh, Anne, bah, déjà, merci d'avoir partagé ça et c'est bien parce qu'il faut vraiment savoir se vendre pour pouvoir réussir à déjà bah, construire une marque professionnelle unique et aussi genre mettre en lumière ce dont on est capable de faire. Et là, pour répondre à une autre question, bah, des techniques et des trucs de présentation de présentation sur LinkedIn ou des exemples ou de bons exemples des profils LinkedIn. Déjà, de bons exemples des profils LinkedIn. Je vous conseille de voir le profil de Josh Frame. C'est vraiment un bon exemple. Mais il y a aussi des webinaires que l'RGFF a déjà fait sur ce sujet. Si vous allez sur la chaîne YouTube du RGFF, il y a déjà des enregistrements. Vous pouvez écouter ça vraiment pour savoir comment créer un profil LinkedIn efficace avec toutes les informations pertinentes et qui est aussi professionnel. Maintenant, nous allons passer à parler sur le mentorat. Et on veut aborder ce sujet de mentorat euh, genre en parlant des façons de trouver des mentors. Et deuxièmement, euh, comment savoir si, si c'est bien de postuler ou genre d'appliquer un programme de mentorat formel ou si c'est bien genre de chercher un mentor d'une façon informelle. Déjà, moi, je peux commencer. OK. Ou pas, John? Non, allez. Parfait. Merci. Bah déjà, je dirais le premier conseil à vous donner, c'est vraiment vous voulez savoir ce que vous cherchez d'un mentor. Si vous savez pas les buts de ce relation de mentorat, bah cherchez pas un mentor. Vous voulez vraiment pouvoir dire à quelqu'un, je veux un mentor pour ces raisons, je veux qu'il m'aide avec ça. Parce que c'est en sachant ça qu'on peut là après dire, OK, bah peut-être là, je vais chercher un mentor qui travaille dans ma direction. Je vais chercher un mentor qui est présentement gestionnaire parce que moi, je veux devenir gestionnaire et là, je vais apprendre de ses expériences. Ou en fait, bah, ça m'aiderait de genre d'avoir un mentor qui est un cadre. Il va me raconter toutes sortes de trucs
sur ce qui se passe avec la gestion, etc. Et c'est ça. Différentes personnes sont en mesure de nous aider dans différentes façons ou de nous conseiller différemment pour savoir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Et Josh? Oh, parfait. J'ai juste mis un lien dans le chat pour les ressources de mentorat. Il y a comme une bibliothèque de mentors. Il y a beaucoup de ressources là. Alors, ça vous aide beaucoup. Et il y a certainement des programmes formels. Il y a un aux Défense nationale, mais c'est ouvert à un niveau interministériel. En anglais, c'est Lifting as You Lead Mentorship Circles. En français, je ne peux pas faire la traduction. Mais c'est bien utile, mais il y a beaucoup de choses à faire et il y a la page de ressources. Je voulais aussi ajouter à ce que déjà tu partageais déjà. Il y avait une question, je pense aussi sur comment je sais quelle application remplir, quel processus participer par rapport. Moi, je pense que ces deux questions sont similaires dans la mesure où vous devez faire des recherches sur les types de travail que vous voulez, auxquels vous voulez participer, type de projet, type de travail, type de fonction dans lesquels vous voulez vous impliquer, puis par après voir quel genre de mentorat dont vous aurez besoin et quel type de processus auquel vous voulez appliquer. Parce que je me souviens, quand je suis rentrée à la fonction publique, je regardais, je savais pas ce que je regardais, franchement. Il y avait plein de processus internes, mais je savais pas trop j'applique ou j'applique pas. Et au départ, j'ai commencé par appliquer sur base de mon groupe et niveau. Mais après, j'ai très vite compris, au bout d'une année ou deux, qu'en fait, il faut regarder les critères d'éligibilité à des processus, mais aussi les descriptions de ces tâches et de ces fonctions pour après prendre une décision et dire, ah, je pense que moi, project management, c'est pour moi, ou que les politiques, c'est pour moi, ou le côté apprentissage, ça m'intéresse. Et à partir de là, déterminer, identifier les processus auxquels vous allez désormais mettre votre temps, votre énergie, comme François le disait, à appliquer pour entrer dans les bassins. Après ça, vous pourrez aussi déterminer ou en tout cas identifier le type de mentor que vous voulez, parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Moi, j'ai un mentor pour le leadership, un mentor pour l'écriture des politiques et un mentor aussi pour comprendre le système, la fonction publique, comment on applique, comment on bouge, comment et tout ça. Donc, il y a des besoins selon ce que vous avez déjà identifié comme votre objectif. Grand merci Anne, grand merci Josh, grand merci François. Malheureusement, on est arrivé au bout de notre séance et au bout du semaine, au bout du camp de carrière. Nous avons une dernière question de sondage à vous poser très rapidement. On veut bien savoir de vous, cette séance a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Merci bien d'avoir participé à ce camp de carrière. Nous espérons tous que c'était vraiment un usage judicieux de votre temps. Merci d'avoir investi du temps dans votre perfectionnement professionnel. Vous allez voir les enregistrements sur notre chaîne YouTube, sur Spotify aussi. Il y a aussi des ressources sur le site web du RJFF. Et nous espérons que vous allez assister à d'autres opportunités d'apprentissage offertes par le RJFF. Passez une bonne journée et à la prochaine!